Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado. Comme invité aujourd'hui, on a reçu Catherine Simon-Paquet, qui est en fait doctorante ici à l'UQAM en psychologie dans la section de l'éducation. Ça a été encore une fois un épisode super intéressant. On a eu la chance de discuter avec Catherine de son parcours académique. Oui, et puis dans le fond, on était vraiment contente de pouvoir recevoir Catherine parce qu'elle était vraiment à la fin de son parcours au doctorat en psychologie. Donc, on a vraiment pu parler de sa réalité en tant qu'étudiante au doctorat. Puis, on a également parlé de ses différentes expériences à l'étranger, puis aussi de la réalité des bourses en tant qu'étudiante au doctorat. Puis, finalement, on a conclu en parlant de sa présence sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, bon épisode! Donc, bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, ça me fait super plaisir de vous parler ce matin. Oui. En fait, on aimerait ça commencer, Catherine, avec ton parcours tout de suite après le secondaire. Donc, toi, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été au cégep? Puis si oui, dans quel programme? Oui, en fait, moi, j'ai fait un secondaire en danse-études. Donc, quand j'ai commencé au cégep, j'ai commencé dans un programme de danse-interprétation au cégep du Vieux-Montréal. Oh, wow. Et puis, après une session, j'ai décidé finalement de changer de programme. Okay. Et j'ai fait un DEC en sciences de la santé au Collège Jean-de-Brébeuf. Puis, c'est à partir de ce moment-là, dans le fond, que j'ai plus exploré mes options pour l'université, puis que j'ai eu un stage en recherche en psychologie, ce qui a fait en sorte qu'après, j'ai poursuivi là-dedans. OK. C'est vraiment intéressant, ton parcours en danse et tout. Donc, c'est ça. Une fois que tu as eu ton stage en psychologie, est-ce que tu as eu un parcours linéaire? C'est vraiment le moment clé qui t'a fait réaliser que tu avais la piqûre pour ce domaine-là, dans le fond, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. En fait, je cherchais une job d'été, finalement, puis j'ai appliqué sur un concours là, de bourse en milieu de la recherche. Puis je connaissais vraiment rien en recherche. Donc, ça a été ma première initiation, dans le fond, à ce milieu-là. J'avais comme 17 ans. Finalement, j'ai été placée au centre universitaire Douglas. Okay. Et j'ai fait, dans le fond, de la psychiatrie. Donc, c'était une étude longitudinale sur les mères qui étaient enceintes pendant la tempête du verglas. Puis j'ai adoré ça. Là. C'est à partir de ce moment-là, finalement, que j'ai commencé ma carrière. OK, donc tu t'intéressais à la recherche avant de t'intéresser concrètement à la psychologie. Oui, c'est ça. J'étais en recherche, puis ils appelaient ça comme des stages en médecine. Mais c'était vraiment la psycho, finalement, qu'on faisait. Super. Bien, c'est très intéressant. Puis en fait, j'aimerais ça aussi un peu plus m'intéresser maintenant à ton baccalauréat. Donc, savoir, on sait à quel point le doctorat, c'est contingenté. Donc, on aimerait ça un peu savoir ce que tu as fait, ton parcours, puis comment tu t'es impliquée. Oui, moi, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Et puis, j'étais justement beaucoup dans la recherche déjà. Là. Donc, durant mon baccalauréat, j'ai travaillé encore à Douglas. Après ça, j'ai travaillé un petit peu en autisme à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Puis ensuite, j'ai travaillé en développement humain avec la professeure Annie Bernier, dans le fond, avec qui j'ai fait ma maîtrise par la suite. Donc, j'ai vraiment beaucoup misé sur la recherche, étant donné que c'est ça qui m'intéressait le plus. Puis, j'ai quand même fait d'autres applications par-ci, par-là. J'ai commencé aussi la vulgarisation scientifique parce que j'ai écrit des articles, dans le fond, dans le journal étudiant là, quand j'étais au baccalauréat. Super. Wow, génial. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on est vraiment intéressé en apprendre plus sur ton parcours au doctorat parce que tu es vraiment à la fin de ton parcours. Tu finis vraiment bientôt. Donc, dans le fond, toi, tu es étudiante dans la section en éducation. On se demandait qu'est-ce qui a influencé ton choix, qu'est-ce qui t'a attiré par cette section-là? Oui, c'est vraiment une bonne question. En fait, moi, je voulais vraiment travailler avec ma professeure qui est Marie-Hélène Véronneau. Donc, je l'ai rencontrée dans une conférence scientifique un an avant, là, en 2017, je pense. Et puis, je l'ai trouvée super intéressante, super pertinente. Puis, elle avait aussi fait un post-doctorat en Oregon. Puis, on dirait que ça m'intéressait parce que dans ce temps-là, je courais beaucoup. Tu sais, je me préparais comme pour des demi-marathons, tout ça. Puis, l'Oregon, c'est vraiment comme le berceau là, des meilleurs coureurs là, aux États-Unis. Fait que là, tu sais, on a commencé à parler là-dessus. Puis, finalement, ça l'a cliqué. Puis là, je me dis, j'aimerais vraiment ça, travailler avec elle pour le doc. Donc, c'est vraiment comme via Marie-Hélène, dans le fond, que je suis arrivée à l'UQAM et que j'ai fait mon doctorat en éducation.
Puis, est-ce que brièvement, tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la psychologie de l'éducation pour les gens qui sont peut-être un peu moins familiers avec ça, donc les grandes lignes? Oui, la psychologie de l'éducation, c'est quand même assez vaste, mais à l'UQAM, en tout cas, on forme des psychologues scolaires. Là. Moi, j'ai pas fait de la clinique, là, donc je pourrais pas m'étaler vraiment sur leur rôle et tout ça. Sauf que c'est vraiment particulier, en fait, à l'UQAM, là, la psychologie de l'éducation. Il y a pas ça dans les autres universités québécoises, fait que c'est super intéressant pour les gens qui s'intéressent à la clinique en milieu scolaire. Donc, ouais, je vais peut-être laisser quelqu'un qui est plus en clinique, là, parler plus de ce qu'ils font vraiment là, dans le milieu éducatif, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais c'est vraiment toute la motivation scolaire, les relations en milieu scolaire, donc les relations entre les élèves, les enseignants, vraiment le développement académique des jeunes. Donc, on s'intéresse vraiment à ça en particulier. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, sinon, pour donner une petite idée des travaux de recherche qui se font dans cette section-là, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur toi, tes projets, dans le fond, tes sujets de thèse de doctorat? Oui, moi, ma thèse, elle s'est vraiment centrée sur la relation parent-enfant parce que c'est mon intérêt de recherche premier, les relations interpersonnelles. OK. Donc, moi, j'ai vraiment étudié, en fait, comment les parents peuvent accompagner leurs jeunes pendant leur parcours scolaire, de l'enfance à l'âge adulte. Puis, j'ai vraiment un intérêt aussi pour la psychologie du développement humain. Donc, je dirais que ma thèse est vraiment à l'intersection entre le développement humain puis la psychologie de l'éducation parce que j'ai des échantillons longitudinaux. Donc, nous, on suit les jeunes dès leur petite enfance, puis on les contacte, dans le fond, presque chaque année durant leur vie. Là. Donc, aujourd'hui, ils sont adultes, dans le fond. Donc, j'ai des devis sur 15 ans, sur 20 ans. Fait qu'on voit, dans le fond, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans l'enfance qui fait en sorte que les jeunes vont avoir des parcours scolaires plus ou moins optimaux? OK. Puis, est-ce que ça a toujours été un intérêt que tu avais ou ça s'est vraiment développé au doctorat, cet intérêt-là, pour ce sujet-là, en fait? Eh bien, je pense que l'intérêt envers la relation parent-enfant, c'est là depuis le début de mon parcours en recherche, là, vraiment. À ce moment-là, j'étudiais vraiment le stress prénatal. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que, dans le fond, quand la mère est enceinte puis qu'elle est stressée, bien, ça va avoir un impact sur son enfant toute sa vie. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment comme l'aspect développemental de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devient qui on est à l'âge adulte qui m'intéresse beaucoup. Puis aussi, c'est ça, les relations, là. Qu'est-ce qui, dans la relation, fait en sorte que l'enfant va être capable de s'épanouir, finalement? Oh, wow, génial. Puis en fait, comme tu as mentionné un petit peu plus tôt, toi, tu es vraiment dans le domaine de la recherche. Puis dans le fond, on sait qu'il y a plusieurs étudiants en baccalauréat en psychologie qui s'intéressent beaucoup à la clinique, là, beaucoup aspirent à devenir psychologue. Fait qu'on se demandait, toi, est-ce que tu as toujours su que la clinique, c'était pas ce que tu voulais faire? Est-ce que dès le début de ton parcours en psychologie, tu savais que tu voulais continuer en clinique, en recherche? Non, pas tellement. Là. Quand j'étais au baccalauréat, je me posais quand même beaucoup de questions. Ma première job, là, mon premier emploi, c'était dans un CHSLD, puis j'étais animatrice au loisir. J'avais trouvé ça vraiment difficile. Je trouvais ça extrêmement difficile d'être confrontée comme à la solitude des personnes âgées, au fait que, dans le fond, c'est ça, il y avait comme pas personne qui s'en occupait vraiment, comme du point de vue émotionnel. Puis ça, j'avoue que ça m'a comme un peu perturbée, là, dans le sens où, après, je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de faire face à autant de souffrances au quotidien? Fait que c'est quelque chose, honnêtement, qui a vraiment pesé dans la balance là, quand j'ai fait mon choix, parce que je me disais, bien, c'est sûr que quand tu es psychologue, tu es confronté à la souffrance humaine constamment. Puis c'est ça, j'ai découvert la haute sensibilité récemment, puis je me suis dit, oh mon Dieu, OK, c'est vraiment ça, c'est que j'ai l'impression que je suis vraiment très sensible à la réalité des autres. Puis je me disais, je sais pas si je développerais les compétences, dans le fond, pour bien gérer ça. Fait qu'après ça, je me disais aussi que je suis une personne quand même perfectionniste, qui aime ça s'impliquer à 100% dans les choses que j'entreprends. Puis, je me demandais vraiment, pour moi, est-ce que je serais capable de maintenir un rythme de vie sain en faisant les deux? En faisant à la fois de la clinique puis de la recherche. Puis, au fil de mes réflexions puis de psychothérapie, je me suis rendu compte que je pense pas que moi, je serais capable de faire les deux à 100% sans me brûler par les deux bouts. Fait que ça a aussi, vraiment motivé mon choix, finalement, de juste faire de la recherche. OK. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être un conseil en fait, suggérer aux étudiants de vraiment trouver des expériences à la fois cliniques et dans le milieu de la recherche pour vraiment savoir, avant de se plonger au doctorat dans ce profil-là, de vraiment concrètement savoir qu'est-ce que c'est?
Oui, je pense que oui. C'est sûr que le baccalauréat en psychologie, c'est pas un baccalauréat appliqué. Donc, moi, pendant mon bac, j'ai jamais fait de stage, là, ou j'ai jamais eu vraiment comme de contact avec des clients. Ce qui fait en sorte que si j'avais commencé un doctorat en clinique, je sais pas si j'aurais aimé ça. Tu sais, peut-être que finalement, j'aurais adoré ça puis que j'aurais bien géré, justement, le fait d'être confrontée à la souffrance des autres, mais on sait pas. Fait qu'effectivement, d'aller chercher des expériences cliniques, que ce soit dans les lignes d'écoute ou dans des milieux vraiment, par exemple, communautaires, mais à ce moment-là, je pense que c'est une bonne expérience pour les gens là, de voir comment ils trouvent ça, finalement. Définitivement. C'est important d'avoir une bonne idée avant de se lancer dans un doctorat pendant plusieurs années, puis réaliser finalement à la fin que c'est pas nécessairement fait pour nous. Génial. Donc, enfin, on se demandait aussi, là, maintenant que tu es à la fin justement de ton parcours en tant qu'étudiante au doctorat, c'est quoi dans le fond les obstacles? Est-ce que tu as eu justement des petites difficultés de parcours? Est-ce qu'il y a des choses que maintenant tu dis que tu aurais peut-être dû faire différemment? Oui, c'est sûr qu'il y a des obstacles. Là. Dans le fond, moi, ça fait 5 ans que je suis au doctorat, donc j'ai déposé ma thèse au printemps, dans le fond, là, donc au mois de juin, je pense. Puis, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment de s'organiser nous-mêmes, parce que quand tu es au doctorat, tu as beaucoup de choses à faire, puis tu n'as pas tellement de structure, j'oserais dire. Mais ça dépend beaucoup des superviseurs. Là. Moi, ma directrice est super structurante, puis ça m'aidait énormément. Là, on s'assoyait ensemble, on se donnait des dates limites, puis elle m'a toujours dit, tu sais, c'est un plan, mais c'est pas nécessairement fixe. Là, dans le sens où si j'y arrive pas, mais c'est pas comme l'échec, puis l'anxiété, puis, tu sais, c'est pas dans le négatif, c'est vraiment juste, ça me donnait une idée d'où je m'en allais. Ça m'aidait beaucoup, là, pour être sûr qu'à la fin de mes 4-5 ans, bien, je sois rendue où je veux, parce que je voulais pas non plus que mon doctorat dure 8 ans. Donc, moi, c'était vraiment important pour moi qu'à chaque année, j'ai avancé là, vers mon but. Mais il reste que dans la vie de tous les jours, il y a personne là, qui te regarde puis qui est certain que tu fais ce que tu as à faire. Là. Donc, c'est beaucoup de la motivation intrinsèque, dans le fond. Puis, c'est sûr qu'il y a des tâches aussi qu'on aime moins, là, qu'on veut moins faire. Là. Par exemple, moi, c'est les tâches administratives, là, les rapports de stage ou les remplir des milliers de formulaires. Comme, il faut les faire. Là. Donc, il faut être capable de se structurer puis d'être capable de faire rentrer tout ce qu'on a à faire dans le temps qu'on a. Puis, je pense que c'est vraiment important au doctorat de garder un équilibre assez long. Fait que d'être sûr qu'on est capable de faire ce qu'on a à faire dans les heures de travail qu'on se donne. Bien, écoute, c'est vraiment intéressant, puis je pense que c'est un défi pour la majorité des gens. Puis je me demandais, par le fait même, est-ce que tu as des outils? Je sais que tu as parlé dans le fond, de Marie-Hélène Véronneau, qui t'aidait beaucoup à te structurer, mais est-ce que toi, tu avais des outils aussi par toi-même, par exemple des agendas ou des façons de faire qui te permettaient aussi de garder cette structure-là? Oui, il y a un livre de Barbara Cernecka, qui est une professeure aux États-Unis, dans le fond. Je crois que ça s'appelle The Writing Workshop. Puis ça, là, ça a été le livre le plus important, je dirais, pour mon organisation au doctorat. Ça a vraiment tout changé. Je le conseille à tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça dit. Dans le fond, elle met vraiment en place une structure, justement, à long terme. Donc, en gros, là, on fait un plan sur les 4 ans ou les 5 ans ou les 6 ans là, durant le doc. Puis là, à ce moment-là, tu donnes des objectifs pour chaque année. Donc, à l'année 1, je vais être rendue là, je vais avoir fait ça. À l'année 2, à l'année 3, à l'année 4. Puis, le département de la psychologie donne des exemples de ça. Mettons, qu'est-ce que tu es supposé faire dans chaque année pour arriver comme il faut à la fin. Puis là, après ça, tu fais des plans trimestriels. Donc, moi, je me les faisais par session. Donc, OK, bon, cette session-ci, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Puis, moi, ce qui m'aide, c'est de faire un plan dans Google Excel, là, genre. C'est un classeur, là. Puis là, je me mets, OK, toutes les lignes, c'est les projets que j'ai à faire, ou les cours, ou les bourses, ou peu importe, les congrès, tout ça. Puis toutes les colonnes, c'est des semaines. Fait que dans le fond, à chaque semaine, je sais qu'est-ce que je suis supposée faire dans chacun de mes projets. Puis ça, c'est comme une planification sur la session. Puis après ça, j'ai un agenda Google, mettons, où je mets vraiment ma planification de la semaine. Fait que là, justement, je regarde, OK, cette semaine, il faut à la fin que j'aille fait tout ça. Fait que où est-ce que je vais le placer dans mes journées? Fait que là, moi, quand je commence le mercredi à 10h ou à 8h ou en après-midi, mais je sais exactement ce que je fais là. Tu sais, j'arrive pas à l'UQAM puis me dis, bon, mais aujourd'hui, je vais travailler sur ma thèse. C'est comme impossible. Impossible, je ne me serais pas rendue. C'était comme, OK, bon, ce matin, je vais travailler sur l'introduction, le paragraphe 3 de mon article 2. Puis là, après ça, comme vendredi, je vais l'envoyer à Marie-Hélène. Puis le lundi, je vais avoir un retour, je vais
travailler sur les révisions, c'est hyper précis. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle met beaucoup de l'avant dans son livre. Puis elle dit que, dans le fond, tu peux te faire des groupes d'études, ce que j'ai fait aussi. Donc, vraiment comme rédiger avec des pairs. Des amis à moi où on se faisait des zooms, on rédigeait ensemble, on se disait nos objectifs, justement, OK, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton objectif de la journée? Puis ça m'a énormément aidée. Puis aussi l'organisme Taisez-vous là, à Montréal là, qui propose ça. Là. Oui. Ouais. Super. Génial. Justement, je me demandais comment tu fais, parce que, tu sais, justement, tu te fais des listes super précises de choses à avancer. Comment est-ce que tu deals un petit peu avec le fait de, parfois, tu sais, il y a des imprévus qui vont arriver, puis on va pas nécessairement réussir à accomplir tout ce qu'on voulait au bout de la semaine, au bout de la journée, au bout du mois. Fait que comment est-ce que tu faisais un petit peu pour rattraper ce retard-là? Ouais, moi, j'adore la planification en ligne pour ça parce que justement, mon blog, je peux le déplacer. Puis comme je disais au début, je pense que c'est vraiment important quand on fait des planifications comme ça de se dire, bon, c'est un plan. C'est pas rigide, dans le fond. Puis il y a personne qui va nous taper sur les doigts si on le fait pas. Puis ça, c'est difficile parce que je pense qu'au bac, on se met énormément de pression. Puis en vieillissant, comme je suis pas capable là, de faire ça. Donc des fois, je dis à mes amis, mais je me dis, oh my God, au cégep, au bac, je travaillais tellement fort, puis comme j'avais tellement de motivation, puis en vieillissant, on dirait que je suis comme fatiguée, puis je peux pas faire ça, là, tu sais, je me dis comme travailler tard le soir, puis comme toute la fin de semaine, genre je suis plus capable de faire ça, là. Fait que, bref, c'est vraiment plus un plan. Puis je dois dire aussi que durant mon parcours doctoral, quelque chose qui m'a énormément aidée, c'est vraiment l'autocompassion. J'ai vraiment travaillé beaucoup sur l'autocompassion, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai fait aussi, à l'UQAM, il y a un groupe de recherche qui s'appelle le GRIPA. C'est le groupe de recherche, je me souviens pas, mais PA, c'est présence attentive. Puis, dans le fond, ils organisent des cohortes de méditation. Puis, j'ai fait ça, dans le fond, c'est le programme Mindful Self-Compassion. Fait que c'est un programme de méditation de 8 semaines sur l'autocompassion. Donc, je pratiquais beaucoup ça, là, genre les méditations d'autocompassion, tout ça. Puis je pense que c'est vraiment important parce qu'on a été beaucoup conditionnés là, à se mettre beaucoup de pression. Puis justement, comme la vie, c'est ça, là, c'est la flexibilité. Là, on peut pas être rigide. Fait que faut vraiment être capable aussi de se donner du lousse. Là, puis de, tu sais, quand on est fatigué, mettons, de ralentir, puis de changer justement. Si tu vois que tu es complètement en bout, mais ta journée du vendredi, mets-la l'autre semaine, puis prends congé. Parce qu'au doctorat, il y a beaucoup de personnes qui font des épuisements professionnels. J'en doute pas. Il y en a qui continuent quand même, mais tu sais, c'est pas sain nécessairement. Je pense qu'il faut être capable de dire, bon, mais tu sais, ce qu'on fait, dans le fond, il y a personne qui va mourir si on le fait lundi prochain. Là. Donc, comme, faut aussi apprendre, je pense, à gérer, c'est ça, notre énergie, puis ce qu'on est capable de faire. Dans le fond, je trouve ça très intéressant, puis ça m'amène à te parler un petit peu de l'équilibre de vie. En fait, j'aimerais ça savoir comment est-ce que tu faisais pour tout faire ça, puis aussi voir ta famille, voir tes amis, donc un peu de tout organiser ça dans ton agenda. Est-ce que tu avais des façons de faire? Est-ce que tu te permettais aussi de faire autre chose? Puis si oui, bien, qu'est-ce que tu faisais dans tes temps libres? Oui, moi, ça a été super important pour moi, par exemple, le soir, là, de ne pas travailler. Puis idéalement, la fin de semaine. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments où je ne vous cacherai pas. Quand j'enseignais, par exemple, quand je faisais des charges de cours, c'était pas possible. Là. Fait que mes cours, je les préparais la fin de semaine. Mais il y a des moments... Tu sais, le plus possible, j'essayais vraiment que ça entre dans des heures régulières. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant longtemps, durant mon doctorat, j'ai habité avec ma sœur qui, elle, travaille. Donc là, je me disais, bon, ben ma sœur Florence, elle part à 8 heures, elle travaille jusqu'à 5h30, puis après ça, c'est fini. Puis là, je me disais, OK, il faut que je trouve une façon que tout ce que j'ai à faire, ça rentre là-dedans. Fait que j'essayais vraiment, c'est ça, comme dans ma planification, de pas prévoir des choses le soir ou la fin de semaine. T'sais, si ça arrivait, quand ça arrivait, OK, mais je prévoyais pas que ça, c'était du temps pour travailler. Là. Mettons, c'est vraiment bloquer le temps, justement, avec tes amis, avec ton partenaire ou ta partenaire, pour faire du sport. Moi, ça a été super important pour moi. Là. Le sport, la méditation, c'était comme pas nécessairement négligeable. Je pouvais pas juste enlever le sport de ma vie. Fait que je pense que c'est important de voir c'est où les priorités, puis de bien s'organiser surtout. Définitivement. Enfin, un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi aussi, c'est la réalité financière des étudiants au doctorat, parce que comme tu l'as mentionné, c'est vraiment long, fait que bien évidemment, il faut être capable de maintenir ce rythme de vie-là pendant plusieurs années. Donc, on se demandait aussi, parce qu'on aime beaucoup que sur tes plateformes, tu abordes souvent le sujet des bourses, les demandes de bourses et tout. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des obstacles liés à l'obtention des bourses? Qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand quelqu'un n'a pas la bourse espérée?
Oui, dans le fond, quand on commence un doctorat ou une maîtrise, là, je pense que c'est vraiment important de considérer ça. Surtout quand c'est des maîtrises et des doctorats en recherche. Parce que dans le fond, les programmes cliniques purs, là, par exemple le PsyD, je pense qu'ils n'ont pas accès aux bourses subventionnaires comme du gouvernement, excusez, provincial puis fédéral. Mais si on fait de la recherche, dans le fond, c'est que l'année avant, il faut appliquer aux bourses. Puis ça, souvent, les gens ne le savent pas pendant le bac, à moins qu'ils fassent déjà partie d'une équipe de recherche puis qu'il y ait déjà un superviseur ou une superviseure potentielle. Dans le fond, il faut appliquer au début de la 3e année du bac en octobre, je crois. Donc, ça fait en sorte que si tu appliques en octobre et que tu as la bourse, tu es financé dès la première année de doc. Fait que ça, c'est l'idéal, ou la première année de maîtrise, là, dès le début, dans le fond. Puis les bourses, maintenant, sont quand même assez élevées, là. C'est plus de 20 000 pour les fonds de recherche du Québec. Puis pour les gouvernements fédéraux, mais le gouvernement fédéral, dans le fond, il y a des organismes pour chacun, chaque domaine. Là. Fait qu'il y a le CRSH, qui est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Il y a les IRSC, qui est l'Institut de recherche en santé du Canada. Puis le Conseil de recherche, le CRSNG en sciences naturelles et génie. Dans le fond, eux, ils donnent des grosses bourses. Ça a été augmenté cette année. Là. Fait que je pense, si je ne me trompe pas, que c'est 40 000 par année dès le début. Quand même. Ouais. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ça aide vraiment, mais il faut pour ça, comme souvent, être accompagné là, pour faire ces demandes-là. C'est des grosses demandes. Puis à l'UQAM, il y a des services là, de révision des bourses, puis il y a vraiment beaucoup d'ateliers pour les bourses dans les centres de recherche. Il y a Taisez-vous qui donne des ateliers, les fonds de recherche du Québec qui donnent des ateliers. Mais effectivement, c'est important de prévoir ça à l'avance. Puis, dans le fond, ce qui est valorisé, c'est beaucoup, évidemment, les notes, les publications en recherche, l'implication en recherche, mais c'est important d'appliquer, là, même si on pense qu'on n'a pas nécessairement le meilleur dossier du monde. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'appliquer à ça. Sinon, il y a des bourses institutionnelles. Donc, à l'UQAM, il y a des bourses universelles pour le doctorat. Donc, si on n'a pas les grosses bourses dont j'ai parlé, l'UQAM donne 5 000 la première année, 4 000 les autres années pendant, je pense, 2 ou 3 ans. OK. Fait que ça, c'est le fun. Il y a beaucoup de bourses, sinon comme la Faculté des sciences humaines. Moi, j'ai eu une bourse d'excellence aussi, qui est quand même plusieurs milliers de dollars. Il y a plein de bourses, des petites bourses si on veut aller en congrès. J'ai eu des bourses pour aller à l'étranger, pour faire des stages. Honnêtement, il y a énormément de possibilités de financement à l'UQAM. Moi, j'ai trouvé plus que dans les autres universités où j'ai été. OK, c'est intéressant. Fait que ça, c'était aussi une raison pourquoi je suis venue à l'UQAM. Là. Honnêtement, quand tu choisis l'université, je pense que c'est important de considérer ça. OK, donc ça, c'est vraiment... Ça se fait avant l'entrée au doctorat, donc c'est vraiment... Ça, je pense que c'est intéressant parce que je pense pas que les gens sont au courant que c'est important de commencer dès la 3e année. Puis, dans le fond, comme tu l'as mentionné, tu as fait beaucoup de stages à l'étranger, donc j'aimerais ça un peu t'entendre sur ça, ton expérience, qu'est-ce que tu as vécu, puis où, dans le fond, tu es allée. Oui, dans le fond, moi, quand je suis venue à l'UQAM pour faire mon doctorat, je voulais aussi faire des stages à l'étranger. Donc, j'en avais déjà parlé en amont à ma directrice de recherche. Puis, j'avais considéré aussi faire un doctorat ailleurs, là, comme aux États-Unis. Mais je me suis dit, OK, finalement, je pense que le plus simple, ça va être de m'inscrire à l'UQAM puis de faire des stages à l'étranger. Dans le programme de recherche, on peut faire jusqu'à 5 stages. Fait que c'est quand même beaucoup, là. C'est ça qui m'avait vraiment intéressée aussi dans le programme de recherche. Bon, moi, il y a la COVID qui est arrivée en plein milieu. En fait, au début de mon doctorat, j'ai commencé en septembre 2019. Là. Donc, c'est ça. Il a fallu que j'attende. Mais je suis allée 6 mois en Belgique à l'Université de Liège de février à juin 2022. Puis, cette année, j'ai passé 9 semaines à l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas. Donc, ça a été vraiment comme des expériences incroyables là, dans ma vie. C'est vraiment comme parmi les plus belles expériences que j'ai vécues. Puis, c'est vraiment dépaysant, en fait, parce que tu es dans une autre langue pour ce qui est des Pays-Bas. Tu es dans un autre milieu complètement. C'était en Europe les 2 fois. Donc, moi, j'avais jamais vraiment voyagé en Europe avant. Ça a été de découvrir un autre monde complètement, autant pour la recherche, là, pour ma vie professionnelle que ma vie personnelle, c'est sûr. Mais justement, on se demandait, est-ce que tu as observé des différences dans le monde de la recherche ou peut-être juste de la vision de la psychologie en général entre ici au Canada, plus précisément au Québec, puis dans le fond, les visions à l'international, là, les endroits que tu as visités? Le monde académique est différent, ça c'est certain. Moi, je dois dire que quand je suis allée en Belgique, dans le fond, j'étais au département de criminologie. Donc, j'ai vu des gens en psychologie, j'ai fait des conférences, là, mais moi, j'étais vraiment avec une prof en criminaux.
Fait que ça a été super intéressant parce que mes collègues étaient essentiellement des avocates et des avocats. Oh, wow! Ou des criminologues. Donc, ça a été comme super le fun parce que j'étais complètement dépaysée puis j'apprenais plein de choses sur le droit là-bas, sur la recherche qu'ils font, les méthodes pédagogiques qui sont vraiment différentes, effectivement. Nous, on est beaucoup dans la structure avec les étudiants au bac. On est beaucoup dans l'accompagnement. Tu sais, je trouve qu'on a quelque chose de pédagogique quand même dans notre enseignement qui est peut-être pas exactement pareil là-bas. OK. Tu sais, c'est un peu plus hiérarchique, en tout cas, où est-ce que j'étais. Puis aux Pays-Bas, j'étais dans le département plus d'éducation. C'était Youth and Family, donc c'était vraiment comme aussi le développement de l'enfant puis de sa famille, mais plus comme dans l'éducation. Donc, c'était pas non plus là, dans le département de développement ou de psychologie. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les gens ils travaillaient beaucoup en présentiel. Puis là, moi, c'était cette année, là, donc post-pandémie. Mais tout le monde travaillait ensemble. On avait beaucoup de réunions d'équipe, mais avec le département. On avait beaucoup d'occasions de réseautage, de conférences. Et les dîners, tout le monde mangeait ensemble. J'ai vraiment aimé plus comme l'aspect collaboratif, puis moins compétitif, j'oserais dire, qu'ici. Okay. Puis les gens sont hyper performants là, à l'université où j'étais. Là, ils publient énormément d'articles, mais dans l'atmosphère, c'était beaucoup plus collaboratif. C'est intéressant. Puis je me demandais, par curiosité, est-ce qu'il y a d'autres pays qui t'ont en tête ou d'autres stages que tu aimerais faire à l'étranger? Mais c'est sûr que j'en aurais fait vraiment beaucoup d'autres si j'avais pu. Mais je trouve que c'est ça. En Europe, il y a vraiment des beaux projets. Là, moi, j'ai adoré les Pays-Bas. Là. C'est vraiment comme un lieu de recherche incroyable. Puis le financement est vraiment élevé, je pense, parce qu'ils font des projets justement longitudinaux avec des données aussi biométriques, tout ça. Mais sinon, c'est sûr que j'aurais aimé, je pense, faire des stages aux États-Unis. Peut-être pas, en fait, dans le contexte politique actuel, mais si c'était pas de ça, c'est sûr que j'aurais aimé aller voir là-bas des gros centres de recherche. Qu'est-ce que ça a l'air, dans le fond? Parce que c'est ça qui m'impressionne quand même, c'est quand les gens ont des gros budgets, tout ce qu'ils sont capables d'accomplir, tu sais, les cohortes. Moi, en développement, tu sais, ils ont des milliers d'enfants là, qui suivent année après année. C'est incroyable. Ici, nos projets les plus impressionnants, c'est des centaines d'enfants. C'est pas des dizaines de milliers. Là. Fait que je pense que c'est un peu de voir qu'est-ce qui est possible. Parce qu'après ça, tu reviens ici et tu te dis comme, OK, je pourrais faire ça à mon échelle puis avec ce que j'ai. Mais on dirait que ça ouvre les horizons de qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qu'ils font ailleurs, dans le fond. Donc, c'est quelque chose que tu conseilles aux gens de voyager. Oui, absolument. Puis c'est ça, tu sais, tantôt on parlait du financement, mais moi, ça m'a quand même permis de vivre l'expérience d'être à l'étranger à long terme. Puis mes voyages, stages, mettons, ils étaient financés, tu sais, dans le sens où j'avais des bourses là, qui payaient mon loyer, qui payaient mon déplacement, tout ça. Puis c'est sûr que j'allais à l'université tous les jours, mais il reste que la fin de semaine, j'ai pu quand même explorer, aller voir, faire du vélo, tu sais, c'était vraiment, vraiment le fun. Ouais, j'ai vraiment adoré ça. Puis justement, j'avais une petite question concernant les bourses, justement pour la mobilité, pour tout ce qui est stage à l'étranger. Pour ceux qui sont intéressés à faire ça, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que, dans le fond, c'est des bourses difficiles à obtenir? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui seraient vraiment à considérer pour se démarquer? Ou est-ce que c'est plutôt facile de les obtenir? Au doctorat, je dirais que c'est quand même relativement facile, dans le sens où ils ont du budget. Par exemple, à l'UQAM, c'est le service... mobilité internationale, je pense. Dans le fond, eux ont une enveloppe là, du gouvernement pour ça. Donc, ils ont un budget qui alloue juste aux déplacements internationaux. Puis, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent y aller. Donc, ils sont quand même rapides. Là. Tu sais, quand tu veux vraiment y aller, que tu as un beau projet, bien monté, tout ça, je pense que c'est relativement facile à obtenir. Puis, c'est des bons montants. Là, c'est plusieurs milliers de dollars. Ensuite, quand on a des bourses du gouvernement, donc les bourses fédérales et certaines provinciales, c'est possible aussi d'avoir un supplément. Donc moi, c'est ça que j'ai eu. J'étais financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, puis j'ai appliqué pour avoir un supplément de 6 000 $ pour mon stage aux Pays-Bas, dans le fond. Puis encore là, c'est qu'une fois qu'il était au doctorat, tu sais, on a quand même... On est plus vieux, là, donc tu sais, les gens ont souvent comme des obligations familiales, d'autres obligations qui font en sorte qu'ils peuvent pas nécessairement partir, là. Fait que je pense que les gens se garochent pas là, à la porte là, pour partir à l'étranger, là. Fait que je pense pas que c'est tant que ça contingenté par rapport aux autres bourses. OK. Ouais. Merci. Oui. Et puis en fait, moi, j'aimerais revenir sur ton doctorat plus concrètement. Étant donné que tu termines bientôt, je me demandais, est-ce qu'il y a des réalisations que tu as faites, il y a des choses que tu as constatées que tu n'avais pas en tête quand tu as commencé, peut-être des éléments qui t'ont plus surprise, que tu t'attendais pas, en fait, pour que les gens aient une meilleure idée concrètement?
de ce qui leur attend, ce qui les attend, en fait. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui arrivent. Tu sais, c'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est la pandémie, mais je ne souhaite pas ça. Mais il y a toujours des imprévus qui arrivent qu'on ne peut pas vraiment savoir au début, là, que ça soit dans notre vie personnelle aussi. Là, je veux dire, c'est ça, c'est long, un doctorat. Fait que si ça dure 6 ans, ben il y a plein de choses. Là, ça peut être des ruptures amoureuses, ça peut être de la maladie dans la famille, ça peut être tellement de choses qui font en sorte qu'on n'est peut-être pas capable d'avancer au rythme où on pensait qu'on allait le faire. Fait que moi, j'ai vécu comme tout ça là, pendant le doctorat. Puis là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des périodes où tu dis, OK, bon, mais là, ça va pas être nécessairement ma priorité pour le prochain mois, là, c'est pas possible. Puis c'est comme, je pense qu'on oublie peut-être ça, là, qu'on est des êtres humains puis qu'on a une vie à l'extérieur qui fait en sorte des fois qu'on va devoir réajuster nos objectifs, là, puis pas être trop difficile avec soi-même par rapport à ça. C'est plus nécessairement la seule chose dans notre vie, les études rendues là parce qu'on est plus vieux. Puis que, aussi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est nos amis qui sont à l'extérieur du milieu, mais ils ont tous terminé leurs études, là. Fait que moi, j'avais plus d'amis, là, aux études. Donc ça peut être parfois plus difficile, je pense, parce qu'on est aussi porté à se comparer, là. Moi, mes amis, ils se marient, ils ont des enfants. Puis je me dis, OK, ben c'est ça que je suis en train de sacrifier, dans le fond, parce que quand t'es au bac, tu vois pas nécessairement ça. Fait que, tu sais, les sacrifices ou les choix qu'on fait, puis leurs conséquences, ben on les a vraiment plus dans le visage une fois qu'on avance dans notre doctorat que, mettons, c'est ça, dans les études de premier cycle, mettons. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. D'accord. Puis sinon, justement, tu es à la fin de ton parcours au doctorat. On se demandait, tu as parlé un petit peu de stage à l'étranger, peut-être que tu aimerais ça aller voir des plus gros centres de recherche aux États-Unis. On se demandait, dans le fond, quels sont tes projets futurs, là, professionnels, personnels aussi, dans le fond? Comment tu vois les prochaines années? Oui, bien là, finalement, moi, j'ai décidé de faire un postdoctorat à Québec. Donc, je vais aller à l'Université Laval, du moins pour la prochaine année, puis on l'espère les autres. Dans le fond, j'ai réappliqué à des bourses qui sont postdoctorales, encore aux mêmes organisations subventionnaires. Cette année, je les ai pas eues. En fait, j'avais appliqué pour aller aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé d'autres options, puis j'ai contacté une prof que je voulais vraiment travailler avec elle, dans le fond. Puis aussi, j'avoue, comme moi, j'ai 28, ouais, je vais avoir 29 bientôt. Fait qu'il y a aussi, justement, comme je disais, il y a eu beaucoup de réflexions, là, comme, OK, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie maintenant? Parce que j'ai plus nécessairement envie, comme, de me déraciner, de partir à l'étranger, de perdre tous mes amis, d'être loin de mon copain pendant plusieurs années, puis de revenir ici, d'avoir, comme, 33 ans. Tu sais, on dirait que pour moi, c'était pas ça, là, finalement, que j'avais envie. Fait que je pense que c'est des réflexions qui arrivent un peu plus tard, là, justement, dans le parcours, de comme, OK, mais je veux-tu des enfants? Est-ce que je veux une famille? Quelle sorte de vie je veux avoir? Est-ce que, tu sais, comme, comment je vais faire pour y arriver? Tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller à Québec, qui est comme un compromis pour moi, parce que je voulais aller ailleurs, mais en même temps, pas trop loin, puis là, je peux revenir en train. Donc, c'est ça, ça va me permettre aussi d'explorer mes options, de savoir est-ce que je continue dans le monde académique, tout dépendant si j'ai des bourses ou pas, parce que c'est ça, le financement, c'est un enjeu qui continue après. Là, quand on devient professeur d'université, mais on a encore ces enjeux-là, on doit appliquer sur des subventions, on les a pas toujours. C'est comme, c'est sans fin, fait qu'il faut être capable d'accepter, je pense, cette réalité-là quand on choisit cette carrière-là. Super, ben c'est très, très intéressant. Puis, on voulait aussi aborder un autre sujet. Là, je m'éloigne un petit peu. En fait, on sait que tu es très présente sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment important pour toi, la vulgarisation scientifique. Puis, je voulais t'entendre parler un peu de quelles étaient tes motivations initiales. Donc, est-ce que ça répondait à un besoin? Donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis, ensuite, c'est ça, d'entendre parler de tes plateformes, etc. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Oui, ben en fait, moi, ça m'a toujours vraiment intéressé, la mobilisation de connaissances, la vulgarisation pour un plus large public. On dirait que je me demandais pourquoi moi, je vais faire de la recherche. C'est vraiment pour aider les gens, là, pour, dans le fond, améliorer un peu la société, si je peux dire, en général. Mais il faut, dans le fond, que mon emploi ait des impacts. C'est ça qui est important pour moi. T'sais, on dirait que je veux pas produire de la recherche que personne ne va lire jamais, parce que moi, ça m'intéresse. C'était pas ça. Puis pendant la pandémie, je cherchais vraiment comme un sens, on dirait, à ce que je faisais aussi, parce que là, j'avais envie d'aider, mais j'avais l'impression que, comme, en écrivant ma thèse, c'était peut-être pas la façon que j'aidais le plus, mettons, dans cette circonstance-là qui était vraiment comme une crise, là. Donc, j'ai commencé plus à faire de la vulgarisation sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Puis
j'ai participé à des initiatives étudiantes aussi comme Vérité ou quoi, qui était Vérité ou Pandémie à ce moment-là. J'ai parti un podcast aussi à peu près à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment voulu partager plus largement, dans le fond, les connaissances que j'avais en psychologie, certaines réflexions. Puis, ça a vraiment bien marché. Je pense que c'était comme aussi un moment de chance, là, de timing, là, qu'à ce moment-là, les gens voulaient vraiment apprendre plus sur la psychologie puis sur la douance aussi, que j'ai beaucoup vulgarisé sur les réseaux sociaux. Donc, En fait, aussi, je me suis rendu compte qu'on parle de vulgarisation scientifique, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'était. Donc, je ne sais pas si pour les gens à la maison, tu peux résumer un peu qu'est-ce que c'est dans le fond la vulgarisation scientifique. Oui, bien dans le fond, c'est vraiment l'échange de connaissances scientifiques. Moi, je le vois vraiment comme un processus qui est d'interaction, là. Donc, je pense que des fois, on a comme l'idée que c'est un peu, l'expert ou l'experte qui va comme transmettre ses connaissances au grand public qui souhaite que ça apprendre. Mais c'est pas tellement ça dans ma tête. C'est vraiment comme un échange de connaissances scientifiques, puis un peu une façon aussi d'avoir de la rétroaction sur ce qu'on fait. Puis ça, c'était important pour moi aussi quand je faisais mon doctorat, ma thèse, tout ça. Est-ce que mes réflexions, est-ce que ça a du sens pour les personnes que ça touche? Puis ça, c'est de plus en plus mis de l'avant, je pense, en recherche. Par exemple, si on pense à certaines communautés marginalisées, bien, c'est quelque chose, nous, d'être chercheuse à l'université, puis de venir dans leur communauté, puis de prendre des données, puis de d'écrire nos articles. Sauf que si ça fait pas de sens, notre interprétation, dans le fond, des données, des résultats, bien, ça n'a aucun impact, là. C'est pas de la bonne science. C'est de la bonne science, il faudrait que ça soit fait en collaboration avec la communauté, puis que ces gens-là nous aident, en fait, à comprendre leur réalité, parce que là, on interprète les résultats en fonction de ce que nous, on connaît de leur réalité. Fait qu'il y a vraiment un aspect, c'est ça, d'interaction dans la vulgarisation, dans la mobilisation de connaissances. Ouais, moi, ça m'aidait beaucoup, là, dans le fond, que les personnes me disent ce qu'ils en pensaient de la recherche puis des résultats. Puis justement, comme tu dis, je pense que la vulgarisation scientifique, il y a définitivement un besoin pour ça là, dans la société. Puis je pense que ça gagne en popularité aussi là, avec la diffusion des savoirs et tout. Donc, je me demandais pour les gens qui sont intéressés là, à éventuellement faire de la vulgarisation scientifique puis qui aimeraient justement en faire dès le baccalauréat, est-ce que tu aurais des suggestions dans le fond, où est-ce qu'on pourrait commencer? Parce que tu as, entre autres, un podcast, tu as des pages Instagram aussi. Donc, quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes étudiants qui désirent se lancer là-dedans? Bien, à l'UQAM, il y a un organisme qui est vraiment, vraiment chouette qui s'appelle Science 101. Puis Science 101 a une revue aussi qui s'appelle La Fibre. Puis moi, j'ai publié, dans le fond, des articles de vulgarisation avec La Fibre. Puis Juliette François-Sévigny, qui est la rédactrice en chef, qui aide à l'édition. Il y a une révision par les pairs aussi. Fait que ça, c'est vraiment une belle façon d'entrer dans la vulgarisation scientifique. Science 101 donne aussi des conférences, justement comme introduction à la vulgarisation. Sinon, il y a d'autres occasions comme l'ACFAS, qui donne des formations en vulgarisation scientifique pour les étudiants. Il y a aussi des concours. Puis, à l'UQAM, il y a aussi des concours là, de vulgarisation, comme par exemple à Neurocam, si vous en faites partie. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a le site comscicon. Je pense, OK, comme Comscicon Québec. J'ai cherché ça dans Google, mais dans le fond, eux, c'est une organisation qui fait une conférence annuelle de vulgarisation scientifique. Puis ça s'adresse aux étudiants cycle supérieur, mais ils ont beaucoup d'informations dans leur site web, des ressources, tout ça. Donc, ça peut être vraiment chouette. Puis sinon, on a aussi une section sur le site du lepsis.uqam.ca. Donc le laboratoire de Marie-Hélène Véronneau. Puis on met beaucoup d'informations là, sur comment commencer, des outils, puis tout ça, des exemples de mobilisation de connaissances. Mais il y a plein d'opportunités là, qu'on peut explorer. Ah, c'est bon à savoir, merci. Super. Puis en fait, étant donné qu'on est un peu dans les conseils, on aimerait savoir si tu avais un conseil à donner aux étudiants au baccalauréat, lequel ce serait? Dans le fond, en fait, qu'est-ce que tu leur conseilles le plus? Oui, moi, je pense que ça serait de vraiment réfléchir à qu'est-ce qui les intéresse pour de vrai. Parce que je trouve que c'est difficile quand on est au bac de vraiment comme faire une introspection sur nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis en plus, c'est ça, c'est que c'est tellement pressurisant là, comme milieu. Je pense que c'est important de savoir comme, OK, mettons que j'ai envie d'aller au doctorat, bien, c'est correct, c'est un objectif. Mais si, mettons, ça ne fonctionne pas, mais il va falloir que je trouve d'autres options. Fait que je pense que c'est important de savoir
pourquoi je veux faire ça. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour aider les autres? Ouais. Est-ce que c'est pour faire de la relation d'aide? Parce que si oui, bien, c'est possible de trouver d'autres programmes là, qui vont nous permettre de faire ça. Tu sais, qu'est-ce qui est vraiment là, au cœur de comme, cette envie-là de faire un doctorat ou de devenir psychologue? Ou même si on décide vraiment que c'est ça qu'on veut puis que c'est accessible pour nous, mais de savoir qu'est-ce qui m'intéresse pour de vrai dans le domaine, mettons, parce que 5 ans puis écrire une thèse de doctorat, c'est très long, OK? Ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de lecture. Fait que je pense que c'est vraiment important que ça soit comme quelque chose qui nous intéresse de façon intrinsèque. Puis aussi de bien s'entourer, ça serait comme, je pense, le conseil le plus important, là, de trouver comme une direction de recherche avec qui on va bien s'entendre, tu sais, de vraiment s'informer là, avant de s'embarquer là-dedans, puis de trouver aussi des collègues là, qui vont être des accompagnants dans ce parcours-là tout au long du doctorat. Génial. Puis en fait, on se demandait aussi, là, tu as parlé que le doctorat, tu sais, c'est long, ça demande beaucoup de motivation, beaucoup d'efforts, de persévérance. On se demandait, selon toi, quelles sont les qualités essentielles? Par exemple, quelqu'un qui aspire là, à aller au doctorat, justement, quelles sont les qualités, dans le fond, d'un candidat idéal ou quels sont les points sur lesquels on devrait peut-être travailler pour être plus préparé à cette expérience-là? Oui, bien, je pense que la persévérance, là, honnêtement, c'est vraiment la plus grande, la plus importante. C'est sûr, là. D'être capable, justement, de surmonter les obstacles, d'avoir comme des outils de résilience, d'être capable de surmonter, c'est ça, là, quand ça va moins bien, mettons. Oui. Mais aussi être capable d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est important, d'avoir de l'intérêt, du plaisir, parce que c'est vraiment le fun aussi. Tu sais, moi, j'ai adoré mon doctorat. Okay. C'est vraiment une super belle expérience. Tu sais, d'être capable un peu d'ouverture. Donc, justement, comme pour partir à l'étranger, moi, ça m'a pris tout mon petit change. Là, comme dans la vie, je suis une personne quand même très peureuse. Puis là, je m'en allais comme en Europe toute seule, vivre à quelque part que je savais pas c'était où, qu'il fallait que je me rende en train, que je me débrouille. Tu sais, il y avait personne là-bas. Là, fait que, tu sais, il y a aussi comme cette idée d'ouverture. Ou même, tu sais, moins gros, quand on fait des conférences, bien, on peut aller à des conférences ici, à l'international, mais ça demande aussi d'être capable de sortir de sa zone de confort, puis, tu sais, des fois, on connaît personne, puis je pense que ça vaut quand même la peine d'y aller, puis de, comme, se pousser un petit peu pour rencontrer des nouvelles personnes. Super. Bien, aussi, en fait, on aimerait ça, on sait que tu en parles un peu sur tes plateformes, dans le fond. On aimerait que tu nous parles un peu des recommandations de livres. Donc, on sait que tu lis beaucoup. Est-ce que tu as des livres coup de cœur que tu recommanderais aux gens qui sont passionnés un peu par la psychologie ou qui veulent tout simplement en apprendre davantage? Oui, bien, c'est sûr que tantôt, j'ai mentionné le livre de Barbara Stelnicka pour, mettons, la rédaction, là, de Writing Workshop, mais en français, il y a aussi, pour la rédaction, mettons, « Assis-toi et écris ta thèse », qui est vraiment bien. OK. Il y a aussi « How to write a lot » pour les gens qui écrivent, ou écrire un article scientifique en anglais. Je pense que c'est un livre aussi québécois. Sinon, vraiment des livres de psycho. Moi, je conseille à toutes mes amies, mais c'est parce que comme mes amies ont beaucoup d'enfants ces temps-ci, mais il y a le livre « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent ». Moi, comme, je l'ai adoré, puis comme je trouve qu'on peut s'en servir même dans des relations avec d'autres adultes, là. Sinon, tous les livres de Brené Brown, je les ai vraiment aimés. Merci beaucoup pour ces recommandations. Je vais définitivement y jeter un coup d'œil. Puis sinon, on se demandait, est-ce qu'il y a un outil en particulier là, que tu trouves que c'est un indispensable pour aider à la productivité? Je sais que des fois, sur tes plateformes aussi, tu parles comme de techniques un petit peu Pomodoro, je pense, avec des accumulations de tomates ou faire grandir des arbres ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des outils que tu penses vraiment qui gagnent à être connus chez les étudiants? Bien, taisez-vous, c'est sûr, là, pour les étudiants qui sont au cycle supérieur. Là, dans le fond, c'est ça, l'outil de rédaction, ça s'appelle Chrono. Puis, c'est comme un chronomètre, dans le fond, où tout le monde se connecte. Puis, c'est 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Puis, aux pauses, il y a comme un clavardage, là, donc tu peux parler avec d'autres mondes en rédaction. Fait que c'est un peu comme... ça brise l'isolement un peu, mais comme sous forme de chat. Puis organise sinon des cohortes en virtuel ou en présentiel. Tu peux aller rédiger à l'espace Taisez-vous. Moi, j'adore ça avec comme les autres personnes qui rédigent. Ben, c'est très motivant. On se sent moins seul aussi.
Puis c'est ça, le jardin de Taisez-vous, c'est aussi en ligne. C'est comme une application qu'ils ont développée. Puis là, à chaque fois que tu fais une tomate, là, fait que 50 minutes, ben là, tu as une tomate dans ton jardin qui pousse. Fait que là, à la fin du mois, tu as plein de tomates. Fait que c'est le fun. Ah, c'est le fun. Oui, ça, c'est vraiment des beaux outils. Sinon, j'ai essayé comme beaucoup d'outils de planification. Puis je vous dirais que ce qui a le mieux marché pour moi, c'est vraiment, comme je disais, comme Excel avec Google Agenda. Là, c'est ça que j'ai maintenu tout le long de mon doc. Ouais. Sinon... tantôt, on parlait des livres, ça m'est venu en tête, mais c'est ça, les livres d'autocompassion de Christine Neff, puis les livres sur la pleine conscience de John Kabat-Zinn, entre autres, Wherever You Go, There You Are. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. OK. Super. Puis dans le fond, juste pour clarifier, là, parce que tu as parlé justement de l'outil Taisez-vous avec le jardin de tomates, est-ce que c'est seulement accessible aux étudiants au cycle supérieur ou est-ce qu'un étudiant en baccalauréat pourrait également l'utiliser? Je pense que c'est juste accessible aux étudiants de cycle sup, fait que ça, c'est moins le fun. Mais je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres applications similaires là, qui sont disponibles sur le marché. En fait, c'est sûr. Là, il y a comme Forest sur le iPhone, puis il y a aussi d'autres applications là, dans ce style-là. Parfait, merci. Mais super. Écoute, c'était super intéressant. Puis, dans le fond, on aimerait ça, avec toi, faire un petit jeu. Donc, avant de terminer, on fait toujours ça avec nos invités. Toujours ça, on est rendu... puis, dans le fond, c'est vraiment simple. Ça s'appelle « Ceci ou cela ». Donc, on va te proposer deux énoncés, puis tu choisis celui qui te représente le mieux, dans le fond. Donc, je sais pas si tu voulais commencer. Oui, certainement. Donc, en fait, tu nous as beaucoup parlé de voyage, principalement de tes stages. On se demandait si tu avais le choix de voyager pour le plaisir ou voyager pour étudier. Lequel tu choisirais? Plaisir, quand même. Oui. En fait, le vélo ou la course? Donc, la course. Préfères-tu lire ou écrire? Écrire, je pense. Okay. Ah ouais, OK. Puis, donner un cours ou assister à un cours? Donner un cours maintenant. Donner un cours. Sinon, est-ce que tu préfères les films ou les jeux de société? Les jeux de société. Donc, pendant tes journées de congé, est-ce que tu préfères partir à l'aventure ou une journée plus tranquille à la maison? Partir à l'aventure. Sinon, si tu avais une seule application à supprimer, laquelle est-ce que tu garderais? LinkedIn ou Instagram? Instagram. Voyager en exploration urbaine ou retraite en nature? Ah, c'est difficile. Je pense que je dirais retraite en nature. Retraite en nature. Puis, est-ce que tu préfères le travail de groupe ou individuel? De groupe. De groupe. Ça va faire le tour de nos questions. Donc, on voulait prendre le temps de te remercier. Je pense que ça a été un épisode super intéressant puis très, très instructif aussi. Donc, définitivement. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler aujourd'hui. On est vraiment contente de t'avoir eu parmi nous. Merci à vous.